Bonjour Zep. Salut. Alors à l'occasion de tes 30 ans de carrière, je voulais faire cette petite interview avec toi pour revenir sur ton parcours en parlant des différents livres que tu as publiés Mhm. depuis déjà 30 ans avec ton premier qui était Victor il y a 30 ans. Et Voilà. C'est parti. c'est parti, on y va. Alors tu as publié ton premier album Victor en septembre 88, mais peu de temps après le lancement du tome 1, l'éditeur a fait faillite. Comment on vit ça quand on est un jeune dessinateur? Est-ce que tu avais travaillé sur le tome 2? Est-ce qu'il était déjà lancé? Comment ça se passait? Ah, bien sûr, le tome 2 était entièrement terminé, la couverture était faite, il devait sortir dans la foulée du tome 1. Bon, je me doutais bien que ça allait pas être un raz-de-marée, mais on espère toujours. Et c'était un coup dur, quoi, d'avoir cet éditeur qui faisait faillite. Alors c'était un éditeur qui avait très 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 mauvaise réputation parce qu'il avait déjà laissé des casseroles chez beaucoup de gens et donc il avait fait beaucoup de premiers albums. Il a fait le premier album de Loisel, le premier album de Philippe Bertrand. Il a fait des livres avec Hugo Pratt, qui était un ami à lui et qui habitait dans le coin. Donc c'est un type qui avait une aura incroyable. Il était éditeur depuis 20 ans. Il avait participé à l'aventure de l'Écho des Savanes. Alors après coup, j'ai su que c'était lui qui avait en partie coulé l'Écho des Savanes de Gottlieb, Mandrika et Bretéché à l'époque. C'était un escroc, quoi. Et voilà, donc il y a un moment, le coup près devait tomber. Manque de bol pour moi, il est tombé 2 mois après la sortie de mon album. Du coup, tout le stock de l'éditeur a été saisi, et puis on a reçu un courrier comme quoi l'aventure s'arrêtait là, qu'on pouvait racheter notre stock si on le souhaitait, mais déjà qu'on n'était pas extrêmement diffusé, mais là on ne l'était plus du tout. Depuis, c'est devenu un album assez collector, alors qu'il y a eu juste une édition. Ouais, j'en vois réapparaître de temps en temps dans des séances de dédicaces. On le trouve, j'imagine, on doit le trouver un peu sur Internet. Parfois, certains bouquinistes l'ont. Il y avait un joli stock, en fait. Je ne sais pas à combien d'exemplaires il l'avait tiré, mais la faillite est arrivée. À mon avis, on avait dû en vendre une cinquantaine, donc il devait en rester pas mal. Alors, Léon Coquillard, il a été publié, mais pas par une maison d'édition, par un groupe qui milite pour une Suisse sans armée. Et du coup, je voulais savoir comment s'est passée la diffusion et la promotion de l'album. Du coup, c'était un peu spécial. Alors bon, ça c'est vraiment une particularité suisse qu'il faut expliquer rapidement, c'est que on est une démocratie directe, c'est-à-dire que le peuple, tout citoyen suisse peut faire voter une loi si il arrive à obtenir suffisamment de signatures dans la rue. Et donc, il y a maintenant une trentaine d'années, un petit peu plus, on est descendu dans la rue pour obtenir une Suisse sans armée. Donc, c'est une pétition qui a obtenu largement son quota de signatures et qui est passée en votation nationale. Et moi, j'ai participé à la campagne en faisant des dessins, des autocollants, des affiches, comme énormément de jeunes de cette époque qui, pour ma part, j'avais pas encore fait l'armée, ou bien j'avais déjà fait une partie de mon armée, parce qu'en Suisse, on fait chaque année un petit tour de piste. Heureusement, depuis, j'ai été viré, mais j'en ai fait quelques années quand même. Et j'avais imaginé, donc juste après la votation, qui n'avait pas passé, mais on avait quand même eu, je ne me souviens plus, mais il me semble 46% de oui, ce qui était une claque énorme pour l'armée qui avait pris ça de haut au départ en disant c'est une institution totalement intouchable. Il faut savoir qu'en Suisse, on a une armée extrêmement coûteuse qui pompe, je pense, à peu près la moitié de tout le budget national, alors qu'on n'a pas eu de guerre en Suisse depuis à peu près 4000 ans. Donc c'est discutable quand même. Donc ça faisait du bien d'avoir cette espèce de vent de rébellion suisse qui se levait. Et puis j'avais imaginé la vie d'un colonel si tout à coup l'armée disparaissait. Parce qu'il y avait vraiment cet esprit militaire qui a, je pense, un peu disparu maintenant, mais qui était encore très marqué par les années 30, 40, avec l'idée de l'ennemi qui venait de l'Est, le bloc communiste qui faisait peur. On était avant la chute du mur de Berlin. Euh, tout ça était très folklorique en fait. On avait une armée très 19e siècle au fond, avec des fantassins, on faisait des petits exercices en forêt et tout. Et donc ceux qui étaient officiers, les hauts gradés de l'armée, s'y croyaient à mort. Et c'était l'envie de faire une satire de ces mecs-là. Et donc de prendre un divisionnaire, ce qui est le grade le plus haut de l'armée suisse. On a un général seulement en temps de guerre, c'est-à-dire jamais. Et donc un divisionnaire qui refusait que la Suisse soit privée de son armée, donc qui refusait de quitter son uniforme, qui était suivi par un psy qui essayait de progressivement lui faire enlever des éléments de son uniforme, qui continuait à faire vivre toute sa famille dans une idée militaire, c'est-à-dire qu'il faisait faire des cours militaires à son fils,
Il obligeait sa femme à faire que des recettes en utilisant le matériel militaire. Enfin bref, et il continuait à avoir peur des Chinois et des Russes qui allaient arriver d'une seconde à l'autre. Et j'avais commencé l'album avec une parodie d'Astérix en disant, voilà, 1989, toute la Suisse est démilitarisée, toute non, car un seul aussi résiste encore et toujours. Et donc on avait la même chose avec la Loupe et la Maison de Léon Coquillard. Et c'est un petit album que j'avais proposé au groupe Suisse sans armée, qui était le groupe initiant de la votation. Et donc, il n'était pas édité qui n'avait pas de réseau d'édition et de distribution. Donc, certains libraires l'avaient pris par copinage. C'était encore une époque où on pouvait arriver en disant « Vous me prenez mon livre, s'il vous plaît ». Et autrement, ils se vendaient beaucoup à l'entrée des casernes. Il y a le groupe Suisse sans armée installait sa petite table et ils vendaient Léon Coquillard. Et c'est un album qui a eu un gros succès. Je pense que tous les gens qui ont mon âge en Suisse ont connu cet album. Parce que c'était vraiment le brûlot antimilitariste, quoi. Et en même temps, qui déconnait parce qu'on disait que l'armée avait gagné. Enfin, on n'avait pas réussi à faire passer l'armée. Mais le livre, je me rappelle que le groupe Suisse sans armée avait quand même ajouté à la fin, notre but est toujours la suppression de l'armée, avec leur compte postal où on pouvait continuer à envoyer de l'argent pour relancer une votation qui n'a jamais lieu. Il y a eu d'autres votations, mais disons, pour abolir l'armée, on ne peut pas faire ça tous les 5 ans. Et donc c'est un petit album qui avait eu pas mal de retentissement, dont j'étais vachement content parce que je l'avais fait avec un copain d'enfance qui s'appelle Christophe Gilly. On se racontait des histoires. Lui était très très engagé dans le mouvement politique. Il avait écrit une petite nouvelle au milieu que j'avais illustrée un peu à la manière des récits que Delporte faisait dans les premiers Gaston Lagaffe, illustré avec des petites aquarelles. J'avais fait ça avec des trames, encore des trames collées. J'avais demandé à Sarclo, qui est un chanteur suisse, mais qui était vraiment une figure de la contre-culture à l'époque, d'écrire la préface du livre. Enfin, pour moi, c'est un album qui reste dans ma bibliographie dont je suis assez fier. Et si ça se trouve, le retentissement de l'album t'a aidé un petit peu quand, 2-3 années plus tard, t'as sorti Titeuf parce que t'étais un petit peu connu en Suisse grâce à ça. Sûrement, Ouais. oui. Quand Titeuf est sorti, j'étais pas un inconnu. C'était pas mon premier album. En Suisse, j'étais le mec qui avait fait Léon Coquillard. C'était pas colossal hein, en termes de vente. Léon Coquillard, c'était pas grandiose, mais c'était un bouquin qui se passait. Donc les gens avaient ce personnage en mémoire. Et en 1992, tu as lancé Titeuf, ton personnage phare, après avoir fait 3 albums juste avant. Je me demandais s'il était possible pour toi, parce que tu as investi beaucoup d'énergie dans le personnage de Titeuf depuis 25 ans, est-ce que tu te vois faire un autre personnage prochainement où tu pourrais investir autant d'énergie? Parce que finalement, c'est ton personnage phare, celui qui a bâti ta carrière, et tout le monde te ramène souvent à ce personnage. Est-ce que tu te vois t'investir autant dans un nouveau projet aussi énorme en quantité? Non, non. Je me vois pas faire une autre série, en fait. C'est ça le truc. Les séries que je fais, c'est des séries dont je suis scénariste uniquement. Comme Captain Biceps, les Chrono Kids, ça me va. Mais je trouve qu'une série, c'est extrêmement engageant parce que quand tu es auteur, dessinateur, scénariste d'une série, ça implique que tu es dedans. Enfin, tu étais presque tout le temps sur le pont. Et Titeuf, c'est particulier parce que j'ai cette chance d'avoir un personnage qui est très connu et qui reste en librairie entre 2 albums. Mais aujourd'hui, quand tu fais une série, si tu sors pas d'album pendant 3 ans, ta série, elle disparaît. Pour rester en librairie, il faut faire un album par année. Donc ça veut dire qu'il faut faire que ça, et ça voudrait dire ne plus faire d'autres projets, ce qui est aujourd'hui impensable pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de varier un maximum les plaisirs. Mais j'aime bien garder cette série avec Titeuf aussi parce qu'elle a cette particularité de pouvoir s'absenter pendant quelques années sans que les lecteurs la lâchent. Et ça, aujourd'hui, c'est un privilège énorme parce que le monde a complètement changé, le monde de la librairie a complètement changé en 25 ans. Avant, effectivement, on allait en librairie de bande dessinée, ils avaient les séries de bande dessinée qui étaient là. Maintenant, il y a les nouveautés, c'est tout. Les libraires n'ont plus les séries. Ou alors ils auront peut-être 1 ou 2 séries vraiment qui marchent. Et par chance pour moi, ils ont souvent Titeuf. Mais ça veut dire autrement que tu disparais en fait, que les gens ne savent plus que ta série existe. Et donc que tu perds tes lecteurs. Et c'est hyper flippant en fait, parce que c'est un métier qui est quand même particulier. On a la chance d'avoir un lectorat qui nous suit pendant longtemps, ce qui est vraiment particulier, propre à la bande dessinée.
Parce que en littérature jeunesse, je pense pas que les lecteurs de Harry Potter, par exemple, vont suivre. Il y a un moment et un âge où ils lâchent. Euh, la bande dessinée, c'est vachement plus, c'est transgénérationnel. On a Astérix, il y a des gens qui lisent Astérix depuis les années 50 et continuent à avoir toujours autant de lecteurs pour Astérix. C'est hallucinant. Et même s'il n'y a pas d'album pendant un certain temps. Parce qu'il y a suffisamment d'albums qui existent, les gens les relisent, enfin, Tintin aussi, Spirou, des grandes séries comme ça. Et, et ça, c'est vraiment, c'est particulier à la bande dessinée. Pareil, dans le cinéma, je trouve qu'il n'y a pas de film, quand ce qu'on appelle les films familiaux, généralement, c'est-à-dire des films où les enfants s'amusent et les adultes s'emmerdent. Il n'y a pas de film comme ça qui traverse. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu, quoi. Des films qu'on va revoir, comme Les Bronzés, par exemple, que les gens continuent à voir depuis 40 ans, mais c'est hyper rare. En bande dessinée, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a vraiment des séries comme ça qui traversent le temps, que les gens ont lu quand ils avaient 8 ans, 10 ans, 15 ans, et continuent à les lire quand ils ont 50 ans. C'est hallucinant. Je touche du bois pour que ça continue. Enfin, rien n'est éternel. Donc, mais pour le moment, c'est encore un peu comme ça. Ça l'est moins parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de BD, de moins en moins de place dans les librairies, donc ils élaguent de plus en plus. Mais, euh, mais voilà, quand on a un personnage en fait, qui nous dépasse complètement. Moi, je ne peux pas prétendre connaître les lecteurs de Titeuf parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que même un groupe de personnes que je pourrais imaginer. Donc, je suis toujours très reconnaissant envers ça et puis ça me donne envie de continuer à faire vivre le personnage tant que je peux le faire vivre, mais en essayant de rester le plus honnête possible. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir refaire le tome 6, quoi. Je ne vais pas pouvoir refaire les albums que j'ai déjà faits, mais alors, évidemment pas les gags, mais même le personnage tel qu'il était là, parce que le personnage il évolue, il vieillit pas, mais il bouge, il grandit, le monde change, donc les choses changent. Alors il y a peut-être des fois il y a des gens qui me disent ah mais moi mon album préféré c'était celui-là, c'est un album que j'ai peut-être fait il y a 10 ans, 15 ans. Mais super, tant mieux, c'est génial, vous avez un album préféré, je suis très content, mais je peux pas refaire le même, parce que je suis plus le même mec qui avait fait cet album-là. Donc, mais je continue à avoir beaucoup de plaisir à dessiner ce personnage, en plus sachant qu'il a tous passé, quoi. Enfin, que c'est un gamin qui a 25 ans d'histoire, c'est assez original. Alors en 2004, tu as lancé Captain Biceps avec Thébault au dessin, qui est une série d'humour sur les super-héros. Pourquoi est-ce que tu as à peu près arrêté le scénario pour que Thébault continue? Et je voulais savoir si maintenant que tu as publié des albums réalistes, est-ce que tu te verrais faire un nouveau super-héros sans gag, mais plus dit sérieux, entre guillemets? C'est marrant parce qu'on en a parlé avec Marini, comme lui il a fait son Batman, et lui m'a dit mais tu veux pas faire toi un truc pour un éditeur américain, faire un DC ou et je dis ouais je veux bien faire Elastic Man, faire un album érotique avec Elastic Man. Mais a priori, pour moi l'univers des super-héros c'est un univers comique, vraiment. C'est-à-dire que quand moi je déteste tous ces films de super-héros qui sortent. Enfin, ceux qui sont un peu marrants, ça va. Mais je trouve que c'est tellement drôle, l'univers des super-héros, que je ne peux pas rentrer dans une histoire qui me fait peur, qui me fait frissonner, je ne peux pas rentrer dans un thriller avec du super-héros. Parce que ces mecs qui se baladent avec un calbut par-dessus le pantalon, tu ne peux pas les prendre au sérieux. Tu dis, ils découvrent qu'ils ont un super pouvoir, le premier truc qu'ils vont, c'est ils vont dans l'atelier de leur grand-mère se coudre en costume. Non, c'est pas ça, n'existe pas ça. Je trouve qu'il n'y a aucun super-héros qui, même qui casse, ça marche pas complètement, ça assume pas complètement le côté ridicule du truc. Et mais Dieu sait si je suis pas un spécialiste du domaine. Moi, j'ai lu des super-héros quand j'avais 10 ans, et après ça m'a un peu quitté. Mais quand on travaillait sur Cho, Thébault, lui, c'était vraiment le spécialiste, un fan de Jack Kirby et tout. Et quand on est passé à la formule magazine du journal, donc on est passé de la feuille pliée au magazine de 60 pages, il fallait trouver des rubriques et on a proposé cette idée de rubrique avec un super-héros maison, le super-héros de Cho, qui allait péter la gueule chaque fois à un super-héros célèbre et donc montrer quelle était la faille du super-héros célèbre et puis un petit gag sur les origines du super-héros parce qu'il y a aussi ça qui m'a toujours fait rire, surtout dans la prose de Stan Lee, ce côté... où il explique un peu cette explication. Alors il est passé à côté d'un fût de déchets nucléaires et il est devenu super machin. C'est un truc complètement con, vaudrait mieux rien dire. Mais le fait de le dire, je trouve que ça,
on ajoute encore sur ce côté, sur cette légende un peu ridicule autour des super-héros. Donc pour moi, c'est vraiment un univers comique en premier, quoi. Je n'arriverai pas à faire un truc. Alors maintenant, de plus en plus, il joue sur ce décalage. Même le Batman de Marini, il est un peu drôle. Mais voilà, donc c'était le postulat de Biceps. Mais en même temps, Biceps, moi j'ai écrit les premières pages pour Thébault. Pour moi, c'était une rubrique de Thébault. Et on en a parlé. Je lui ai dit, bah, tu devrais faire ça. Après, il m'a dit, mais tu veux pas m'écrire les premiers? J'ai écrit les premiers. Après, tu veux pas m'écrire des autres? J'ai écrit des autres. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé scénariste de Captain Biceps, mais je suis vraiment le scénariste de Thébault. C'est-à-dire que c'est lui qui me dit, j'ai envie d'une histoire avec tel personnage, où il se passe ça, dans un décor comme ça. Il est hyper contraignant comme dessinateur. J'ai pas envie de dessiner ça. Je lui envoie un scénario, il me dit ouais, mais il y a trop de personnages. Ah, mais il y a un immeuble, j'ai pas envie de dessiner un immeuble, j'ai envie d'un truc qui se passe dans la jungle. Donc il faut toujours adapter à ce qu'il veut faire lui. Et à un moment, je lui ai dit écoute, Fred, fais-toi. Tu sais exactement ce que tu veux faire, t'as pas besoin de moi, fais-le toi. Et puis en plus, moi j'étais engagé sur plusieurs autres projets, ce qui fait qu'il était toujours en train d'attendre sur moi. Et puis il a fait son album. Je crois qu'il n'a pas adoré faire ça tout seul. Alors qu'il est très bon scénariste. D'ailleurs, dans d'autres projets, il est scénariste seul, il est même scénariste pour d'autres. Mais pour lui, Captain Biceps, c'est notre Captain Biceps. Donc, je suis en train de refaire un Captain Biceps avec lui, là, parce que je me rendais compte qu'il n'en ferait plus, en fait. Voilà. Puis quand je lui en parlais, il me disait, tu m'as abandonné, il n'y a plus Captain Biceps. Je dis, bon, bah, alors, ok, on en refait un. Moi, j'adore bosser avec lui, donc ça m'amuse toujours. C'était un peu... Ça me semblait plus pratique qu'il le fasse tout seul, mais pour lui, c'est notre aventure à nous deux. Donc,